allô, Pizza Galassia, j'ai pas le temps, faut faire sur Internet. Bonjour, bienvenue au Festival international du film fantastique de Neuchâtel pour cette édition 2024 dans le cadre du NIF Extended, qui est donc un cycle de conférences liées à des thématisations présentes dans la programmation du festival ou non, ou alors à l'audiovisuel suisse et international lié au fantastique, bien sûr. Et nous sommes très heureux de cette table ronde, enfin de cette présentation aujourd'hui, car nous faisons depuis maintenant quelques années un partenariat avec les archives de la RTS. Et d'habitude, nous projetons en fait soit des longs métrages restaurés, redécouverts, fantastiques, suisses, soit, comme l'année dernière, une série télévisée qui avait été exhumée, et nous en étions très heureux car elle était exceptionnelle, elle est exceptionnelle. Et cette année, nous avons décidé de changer un petit peu le format, car au temps des fake news, il était intéressant de reparler d'un canular qui a été fait au début des années 70 par la RTS et orchestré par Marlène Bellilos, que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous, qui est une productrice iconique de la RTS, s'il en est. Vraiment, merci d'être ici aujourd'hui. Qui était à la RTS jusqu'en 1971, si je ne me trompe pas, et ensuite qui est partie sous d'autres cieux et qui a travaillé notamment à France Culture dans d'autres médias en France, donc une carrière brillante. Et si je ne m'abuse, on va en parler plus tard, mais ce canular est arrivé à un moment assez particulier politiquement aussi à Genève. Donc ça va être développé pendant la conversation. Ça, je l'ignorais, donc c'est très intéressant. Donc un canular Orson Wellesien, dont vous allez avoir les détails dans pas longtemps, qui a vraiment marqué à l'époque, et que la RTS, que les gens ne pourraient plus faire maintenant, particulièrement à cause de ces histoires, de l'aspect fake news et information, info, intox que nous vivons maintenant, mais qui était assez intéressant à l'époque d'une certaine liberté de ton. Pour parler avec Marlène, nous avons Sophie Meyer, qui est responsable édition et partenariat au service données et archives de la RTS. J'espère que c'est juste, le titre est juste. Et puis Didier Bufflier, qui est responsable de l'Archive Lab de la RTS, en anglais. Ils vont vous présenter cette opération secrète de la RTS. Merci beaucoup d'être là et puis bonne conférence à toutes et à tous. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, on est évidemment ravis d'être là pour la 4e année consécutive, pour explorer et essayer de vous faire redécouvrir les archives de la RTS. Alors, Pierre-Yves l'a dit, à l'heure du complotisme, des réalités alternatives, des fake news, il nous paraît impensable, voire dangereux de jouer, même malicieusement aujourd'hui, avec la crédulité des gens. Mais entre faux semblants et canulars, les radios puis les télévisions ont très tôt parfois poussé le réalisme de leurs émissions, parfois jusqu'à piéger leur public. Oui, et dans ce contexte, en contraste avec le contexte actuel, on revient en 1971, à l'époque où on pensait que la télévision, c'était quelque chose de sérieux. Et c'est pourquoi faire un canular à cette époque, ça avait encore un sens. Et donc on a, avec Didier, on a un peu exhumé une émission qui avait étonnante de la RTS, qui avait été oubliée, on peut le dire assez largement, mais qui avait marqué son époque. Il s'agit donc d'un canular diffusé le soir du 22 juin 1971 et qui a créé la sensation à Erlaville, dans le canton de Genève, et dans toute la Suisse romande. Cet événement, c'était tout simplement l'atterrissage de ce qui semblait être une soucoupe volante dans un champ à Erlaville. Et cette émission inédite, parce que je crois qu'on ne l'avait jamais faite et il semble bien qu'on ne l'a pas refait plus tard, on la doit notamment à Marlène Bellilos et à son équipe de production. À Marlène qui nous a fait le plaisir d'être ici avec nous et nous la remercions chaleureusement. Marlène, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre émission de 1971 présentée dans le cadre d'un festival de films fantastiques ?
D'abord, ça me fait plaisir, et puis ça me fait plaisir que vous soyez aussi nombreux. J'espère que vous allez vous amuser autant qu'on s'est amusé à l'époque. Hein. On ne pensait pas, en fait, le mot canular, c'était pas tout à fait ça dans notre idée. C'était une émission de science-fiction. Et en fait, on voulait mettre les gens dans le bain de la science-fiction. C'est-à-dire pas faire sur, mais dedans. C'était ça l'idée. C'était un peu... À l'époque, vous savez, il y avait un journaliste allemand qui s'appelait Gunther Wallraff et qui faisait du journalisme en immersion. Et en fait, c'est un peu ça l'idée qui nous est venue, mais c'était surtout dû à quelqu'un qui est formidable, qui malheureusement a disparu, que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Franck Jotran, qui était directeur de la Gazette littéraire. Et c'est lui mais qui m'a suggéré cette émission. Oui. Je vous dis quand même qu'au dernier moment, on était sur le plateau, il m'a dit « Non, mais on va leur dire que c'est pas vrai. » C'est sûr qu'il fallait oser, hein. Mais on va découvrir tout ça au long de cette conférence. Du reste, vous allez voir de larges extraits de cette émission et on va les commenter et on va essayer de vous les faire vivre un peu comme si on était en direct. Juste quelques mots sur Marlène Belilos. Donc, Marlène est entrée à la TSR en 1964, en même temps que toute une génération de jeunes journalistes. Oui, parce qu'il y avait de l'argent. En fait, la publicité venait d'être introduite. Voilà. Et ils avaient trop de fric, alors ils ont engagé 60 personnes, dont plein de trublions. Voilà. Et Marlène faisait partie de ces trublions. Elle a donc produit et animé plusieurs émissions culturelles. Et elle faisait donc partie de cette jeune garde de la télévision romande, d'une jeune garde qui n'hésitait pas parfois à ruer dans les brancards. Et vous verrez que ce canular ou cette émission de science-fiction, elle témoigne d'une certaine audace, mais aussi d'une belle maîtrise de tous les moyens propres à la télévision. Mais on va découvrir tout ça et... Avec un petit peu d'historique. Donc, avant de découvrir cette émission, on va voir un petit peu, on va revenir aux origines de ce type de création, en commençant par une émission que tout le monde soit connaît, soit a entendu parler, la diffusion en 1938 par CBS de la pièce radiophonique La guerre des mondes de H.G. Wells, adaptée par Orson Welles et comptant une invasion martienne. Cette émission est une référence célèbre de l'histoire de la radio. En effet, la légende raconte que le réalisme de la mise en onde était tel qu'il aurait provoqué un vent de panique parmi la population. Devenu en quelque sorte un des mythes fondateurs du pouvoir des médias audiovisuels et de la création radiophonique, la panique mentionnée fut largement relativisée par les historiens et les historiennes. Il y a vraiment des études qui ont été faites et on sait que finalement ça ne s'est pas vraiment passé comme ce qu'on a toujours entendu. La presse écrite a présenté les réactions du public de manière amplifiée dans un contexte de concurrence accrue avec le nouveau média radio pour les parts de marché publicitaires, déjà à l'époque. Et contrairement à l'idée qu'il est souvent véhiculée, il ne s'agissait pas d'un canular. Le programme était annoncé avant, pendant les pages de publicité et à la fin de la pièce. Donc c'était vraiment annoncé comme une fiction. Et ce n'était pas non plus en fait la première création de ce type, puisque si on remonte vraiment à l'origine de finalement la création de fiction radiophonique, il faut qu'on parle d'une émission qui s'appelle Maremoto, qu'on pourrait traduire par un tsunami, une émission écrite pour la radio avec une volonté de réalisme qui date de 1924 sur la première station privée de France, Radiola. Son directeur, Maurice Vinault, et l'auteur Pierre Cusy veulent répéter en direct, sur une fréquence inutilisée, la première dramatique de l'histoire de la radio. Le récit d'un naufrage à travers le dialogue entre les opérateurs de radio de bord qui lancent en vain des appels au secours sur la TSF. La répétition de cette pièce devait se faire sur une fréquence non utilisée. Mais cette avant-première de Maremoto est captée par des radio-amateurs qui s'inquiètent
écrivent et téléphonent au pouvoir public, tant et si bien que le ministère de la Marine interdit à Radio Paris de diffuser la pièce comme prévu. Les auteurs, pour leur défense, évoquent des indices qu'ils ont semés pour éviter la méprise, mais le réalisme savamment instauré l'emporte largement. La première retransmission autorisée de Maremoto aura lieu en fait sur la BBC, où elle sera diffusée, traduite et diffusée le 25 février 1925, et il faudra attendre 1937 pour que la station parisienne puisse le faire. En 1926, débute sur la BBC, alors la seule station de Grande-Bretagne, 12 minutes d'un faux reportage sur une émeute imaginaire à Londres. La rubrique, préalablement négociée auprès de la direction par le responsable du studio d'Édimbourg, depuis lequel elle est émise, est dûment annoncée dans le programme radio du Times. C'est l'heure de l'émission du révérend Ronald Knox, et elle s'intitule ce soir-là Broadcasting the Barricade, en direct des barricades. La diffusion était introduite par un avertissement explicite indiquant qu'il s'agissait d'une œuvre d'humour et d'imagination rendue plus vivante au moyen d'effets sonores. La révolte des sans-emploi dont il s'agit finit par l'invasion de la BBC, la destruction de Big Ben et la pendaison en place publique du ministre de la Circulation, un poste qui n'existait absolument pas à l'époque, évidemment. De nombreux indices donnent à une partie du public l'occasion de rire franchement, mais il n'empêche pas que le reportage soit pris tout à fait au sérieux par d'autres qui avaient raté l'avertissement initial. À 21h, la BBC est contrainte de faire une annonce spéciale pour s'excuser auprès de celles et de ceux qui sont encore à l'écoute. Broadcasting the Barricade, quoique présenté comme fiction, jure sur les formats radiophoniques alors en vigueur pour installer l'anticipation politique. Cette dernière est précédée de l'annonce des scores du dernier match de cricket et d'une nouvelle anodine. Puis les révélations successives sont entrecoupées par la retransmission d'un orchestre du Savoie qui permet de construire le suspense. Orson Welles dira plus tard que cette pièce l'avait impressionné et qu'il s'en inspira pour La Guerre des mondes 12 ans plus tard. Résultat, les journaux saisissent l'occasion, en cette époque où la radio faisait figure de concurrente émergente auprès des annonceurs, pour insister sur l'irresponsabilité de la BBC et son peu de fiabilité. Ensuite, on a un autre document qui date de 1948. On revient en France. Une émission qui a été diffusée sur la chaîne française de radiodiffusion. Il s'agit en fait d'une série de 10 émissions de Jean Nochet. Cette émission s'appelle Plateforme 70 ou l'âge atomique. Et c'est une émission qui a profondément marqué son époque. Et Jean Nochet, qui avait été bouleversé par le bombardement d'Hiroshima et les expériences atomiques, ne partageait plus la confiance univoque des dirigeants de l'époque dans le progrès et la science. Il imagine donc 10 émissions d'anticipation mettant en scène le meilleur et le pire des inventions technologiques du futur, afin de donner à penser sur les errements de la vie sociale, politique, intellectuelle de l'époque. Pour le premier épisode, il a prévu de démarrer en fanfare sur le pire, la grande peur. Claude Bourdet, directeur général de la radio, comme nous connaissions tous l'expérience d'Orson Welles, il fut décidé de prévenir le public par de nombreuses annonces insistant sur le caractère fictif de l'émission destinée aux auditeurs qui n'auraient pas pris connaissance des programmes radio. La fiction est donc annoncée à 7 reprises dans les 3 jours précédant l'émission, mais l'avertissement final, qui devait être diffusé juste avant la pièce, est oublié. Jean Nochet mettra ensuite un point d'honneur à souligner toutes les invraisemblances criantes qu'il avait incluses, et il dira « Nous ne voulions pas du tout faire peur, simplement le directeur de la radio m'avait dit « Je voudrais une émission qui réveille la radio, qui fasse du bruit ». La presse, comme à son habitude, brode avec délectation sur la panique supposée. Donc en fait, c'est une expérience sur l'atome qui dégénère et les scientifiques perdent complètement le contrôle. Il y a des lueurs dans le ciel. Enfin voilà, c'est vraiment le début d'un cataclysme. Donc la presse, le lendemain, relaiera de nombreux Parisiens morts, des accouchements prématurés, des émeutes dans les faubourgs, des hystéries de masse, etc. Il n'en est évidemment rien, il n'y a jamais rien eu de tout ça. Mais à travers toutes ces pièces, on le voit bien, nous avons la mise en place des différents rouages nécessaires
pour produire un réalisme trompeur, le jeu des acteurs, une improvisation travaillée du direct, une illustration sonore convaincante et une mise en onde complètement scénarisée. Donc là, on ne parle pas de canular, en fait. On assiste simplement à la naissance, à la création de la fiction radiophonique. Voilà, maintenant, on vous propose, on va revenir à l'émission, et on vous propose de faire un petit peu un saut dans le temps. Donc, il faut vous imaginer, nous sommes le mardi 22 juin 1971, il est 20h30, vous êtes installé devant votre téléviseur, et comme d'habitude, c'est une speakerine, ici Liliane, qui va présenter le programme de la soirée, que certains d'entre vous, munis d'un poste dernier cri, verront en couleur. Alors, je vous dis tout de suite, ce ne sera pas le cas, parce que le seul média qui nous reste, le seul témoignage de cette émission qui nous reste est en noir et blanc. Et là, voilà. Bon, on a une heure de maintenant pour le magazine Gold. Est-ce que c'est pour moi? Bon, on se met tous en photo, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, un événement imprévu nous oblige à modifier l'ordonnance de cette soirée. Je vous lis le mot que j'ai sous les yeux. Comme vous l'avez appris par Carrefour, une lueur insolite a été aperçue au-dessus de Genève. Il se précise qu'un objet non encore identifié est tombé dans la région d'Air-la-Ville. Un quart de reportage sera bientôt sur place et l'équipe de correspondance a bien voulu accepter de sacrifier son temps d'antenne pour couvrir l'événement. Je leur laisse la parole. Maintenant, il faut improviser, alors c'est bien ma chance. On prépare une bonne émission. Enfin, pourquoi est-ce que c'est pas ton président qui s'occupe de ça ou Cherlig? Écoutez, je crois que Cherlig est malade, justement. Mais excusez-moi, je crois que nous sommes sur l'onde. Mesdames, Messieurs, vous venez de l'entendre, la speakerine vous l'a dit, le quart 3 est parti en direction d'Air-la-Ville avec François Anderlin et Christian Liardet qui doivent nous donner les premières images. Nous avons pour notre part téléphoné à l'Observatoire. Un scientifique doit arriver au studio pour essayer de nous faire comprendre le phénomène qui est en train de se passer. Pour le moment, je dois dire, nous sommes assez surpris par la brutalité de l'événement et nous avons fait appel à notre service d'archives qui nous a donné un film, je crois qu'il est sur le télécinéma actuellement, c'est un film sur une interview de Jacques Sternberg. Bien voilà, vous avez vu des images en attendant que nous puissions avoir une liaison avec François Anderlin. Elle ne devrait pas tarder, elle devrait venir d'une minute à l'autre. Allô? Oui, allô? Allô, le studio? Oui, c'est François Anderlin? Oui, c'est moi, Franck. Excusez-moi. Alors, que se passe-t-il? Je vous interromps, je cherche à vous atteindre depuis un moment. Oui. Je crois que nous ne pouvons pas vous envoyer d'image encore. Il semble qu'il y ait ici un rayonnement magnétique qui brouille la liaison image. En revanche, nous pouvons communiquer par fil. Alors écoutez... Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, pour l'instant, rien, parce que le cordon de sécurité nous tient éloignés de l'événement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se passe à Air-la-Ville est du plus grand inouï, en quelque sorte. Je viens de prononcer un mot, Air-la-Ville. Il faut déjà dire où se trouve cet endroit. Oui. C'est à environ 12 km au nord-ouest de Genève. On y accède par Bernay ou Vernier. C'est l'endroit exactement où l'objet s'est posé, se situe près de l'usine d'incinération des ordures de Verbois, à la sortie d'Air-la-Ville très précisément. Pour ceux qui ne sauraient pas, pour les spectateurs qui n'habitent pas Genève, je précise que c'est en direction de Lyon au départ de Genève. C'est ça. Voilà. Cela dit, de quoi s'agit-il? Eh bien, comme je viens de vous le dire, le cordon de sécurité nous empêchant d'approcher, nous ne pouvons voir de quoi il s'agit. Mais ce que je peux vous dire de certain, en tout cas, c'est qu'il ne s'agit ni d'un avion, ni d'un hélicoptère. S'agit-il d'une météorite? Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas compétent. Nous verrons par la suite. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un cratère dont les environs sont calcinés. La terre a été remuée. Écoutez, excusez-moi François, mais nous avons ici un spécialiste. Monsieur, voulez-vous présenter s'il vous plaît? Gérald Goua, l'Observatoire. Il vient d'arriver. Oui, monsieur Gérald Goua qui vient d'arriver. Alors, il aimerait vous poser quelques questions. Je vous le passe. Je peux prendre l'écouteur direct? Oui. Allô? Oui, monsieur Goua, je vous vois. Oui, dites-moi, c'est extraordinaire ça. Est-ce que on peut avoir certains détails? Par exemple, est-ce que ça a fait du bruit en arrivant? Est-ce qu'il y a eu une vibration du sol? Eh bien écoutez, monsieur Goua, je crois que la meilleure des choses, c'est que je vous passe, moi, le témoin, le seul et unique que j'ai pu trouver dans la foule qui commence d'affluer. Il s'agit d'un paysan d'Air-la-Ville qui va répondre à vos questions. Je vous le passe. Oui. Allô? Oui. Oui. Oui, j'étais là dans mon champ. Je travaillais, j'ai vu une grande lueur là qui arrivait. Et
un bruit, un grand sifflement. Et cette chose est descendue, mais il n'y a pas eu de bruit, pas de tremblement. Il n'y a pas eu de bruit d'explosion. Pas de bruit d'explosion. Le sol n'a pas vibré. Le sol n'a pas vibré, le sol est resté la même chose, mais... Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en déduisez, monsieur Bois? Ben, vous savez, c'est bien difficile à dire, mais enfin, il me semble que ça ne devrait pas être une météorite, parce que c'est extrêmement bruyant à l'impact. Voilà déjà un point d'acquis. Oui, mais attendez, Franck, juste avant, je vous arrête. Entre-temps, nous avons vu quelques images. Je crois que c'était les premières images qui essayaient de parvenir du quart. Pour le moment, elles sont extrêmement mauvaises. Mais j'espère que tout à l'heure, François Anderlin doit nous envoyer des images. Alors, en attendant, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose sur le télécinéma. Oui, on m'a dit tout à l'heure qu'il y aurait des archives sur des observations qui ont été faites. Des soucoupes volantes. Des soucoupes volantes, je crois. Ici, vous avez à Bâle une observation datant de 1566, du 7 août, qui se trouve à la bibliothèque Vickiana, bibliothèque de Zurich, donc la bibliothèque centrale, et qui montre des objets dans le ciel. Une autre observation, à peu près à la même époque, à Nuremberg, où vous voyez les cigares volants dont on parle aujourd'hui, et des engins ronds qui pourraient être des soucoupes, même des fameuses croix, comme nous avons vu en Angleterre il y a 2 ans. Une reproduction à dessin, bien entendu, d'une observation faite à Exeter, dans le New Hampshire, aux États-Unis, en 1957, selon donc le témoignage des témoins après observation. Ici, une soucoupe volante prise par Mme Rodeffer à Washington en 1964. Il s'agit d'un film 8 mm et c'est extrait de ce film. Vous voyez que l'objet est tout à fait semblable à ceux d'Adamski. Ici, vous avez un objet pris par le sergent Baker en Californie, 1952. Il semblerait qu'on voit même un personnage sur le bord supérieur de la soucoupe avec une tête lumineuse. Voilà, donc ça c'est le premier extrait. Premier extrait. Alors l'émission est lancée, là vous y êtes. Hein. Comment on se sent au moment de s'embarquer dans une telle aventure? Vous avez le trac. Oui, en même temps, écoutez, nous, on ne se rendait pas compte si ça allait marcher ou pas. C'était surtout ça, notre problème. Et puis bon, vous savez, ce soir-là, comme vous l'avez dit, Didier, le public était à 20h30 devant la TSR, mais beaucoup de personnes étaient en fait devant la télévision française pour regarder un feuilleton qui s'appelle Jannick Aimé. Et on s'est fait beaucoup reprocher ils soient venus sur la TSR et qu'ils aient raté leur épisode du feuilleton après. Voilà. Bon, j'aimerais aussi, j'ai oublié, de remercier Sophie et Didier qui ont fait un travail considérable pour cette soirée. Écoutez, bon, on était dans quel état d'esprit? Écoutez, moi je suivais Franck Jotran, qui était à côté de moi, que vous avez vu, et qui passait par tous les états d'esprit. Alors, ou bien il voulait qu'on présente un film anglais qui s'appelait La Bombe, de Peter Walker, je ne sais pas si vous avez entendu, qui était terrifiant, ou alors il voulait tout abandonner. Donc moi, j'étais entre les deux états d'esprit et je devais à peu près ménager l'histoire pour que ça fonctionne. Et puis bon, comme vous avez vu, en fait, le paysan, déjà, on l'avait payé, hein, donc... Hein. Et ça faisait partie du cordon sanitaire de tous les figurants qu'on avait payés, pour pas que les gens s'approchent trop. Voilà. Donc en fait, oui, il y avait cette idée qu'il fallait... bon déjà, voilà, il fallait pas que ça fasse flop, mais il fallait pas que ça marche non plus trop bien pour que les gens soient trop effrayés. Donc c'est tout un équilibre. On va continuer à regarder l'émission. Mais j'avais juste une petite dernière question quand même. La direction de la TSR, elle était bien au courant de votre intention de faire ce canular? Ah ben non, ça c'était le plus difficile. C'était le plus difficile parce que vous savez... Vous aviez prévenu personne? On doit annoncer les programmes. Et en fait, c'est pour ça que j'avais appelé ça la nuit du 22 juin. Le 22 juin, c'était le jour de la diffusion. C'est tout. Oui, mais quand même, la direction, vous ne l'avez pas averti. Bon. Non. On en parlera peut-être par la suite. Oui. Et on va regarder le prochain Donc, deuxième épisode. L'émission a commencé, il est à peu près 21h. L'émission a commencé depuis 20 minutes. On a vu qu'il y avait des problèmes d'image, mais ça va être rétabli. Et on va pouvoir voir ce qui se passe sur place.
Eh bien, écoutez, on nous prie de vous signaler de ne plus appeler ni la télévision ni la police, les deux standards étant surchargés. De toute façon, les informations que nous pouvons vous donner, je crois que nous sommes sur les lieux et que ce sont les meilleures informations que vous pouvez avoir pour le moment. Et je crois maintenant savoir que François Anderlin est en mesure de nous faire parvenir les premières images d'Air-la-Ville. François Anderlin, vous m'entendez? Oui, oui, Marlène, je vous entends. Est-ce que vous recevez maintenant des Oui, images? oui, oui, elles sont excellentes. Bien, bon, alors, oui, effectivement, je les vois sur mon moniteur. Je vais vous décrire l'ambiance ici. Vraiment, le public afflue de toutes parts. Et quant à moi, j'ai pu m'approcher un peu plus qu'avant de la chose, de cet engin qui s'est posé. Je vais tenter de vous le décrire dans la mesure où je l'aperçois et où on me le permet surtout. Ce que j'aperçois, c'est le sommet d'une coupole. Elle est blanche, elle est immobile pour l'instant. Il y a un vague ronron, une modulation qui en émane sporadiquement. Le flot des curieux a grossi. Il y a une certaine inquiétude, mais surtout une surexcitation chez les gens. Je propose justement, à propos de cette allusion, de dire au public qu'il ne faut plus prendre leur voiture, qu'il est inutile de se précipiter à Air-la-Ville, parce qu'au point où nous en sommes, il y a déjà des encombrements gigantesques. J'ai repéré là un officier. Monsieur, s'il vous plaît, le voilà. Un officier qui est arrivé ici, qui est là comme chef du service d'ordre, et qui va nous dire maintenant pourquoi il est là, ce qu'il fait, comment il y est arrivé, monsieur. Eh bien, j'ai été contacté par mon commandant de compagnie, il y a peu de temps, qui m'a dit de monter tout de suite sur les lieux de cette catastrophe, si on peut appeler ça une catastrophe. Est-ce que votre commandant vous a donné cette mission sous le sceau du secret? Non, aucunement. Simplement, il m'a dit de me rendre sur les lieux en me donnant quelques ordres. C'est-à-dire que je vais recevoir certainement du renfort sous peu, c'est-à-dire un groupe ABC, un groupe de PA, peut-être du génie. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe ABC? Un groupe ABC, c'est un groupe, si vous voulez, qui s'occupe particulièrement des armes atomiques, chimiques et bactériologiques. Bon, dites-moi, monsieur, en tant que chef du service d'ordre, qu'est-ce que vous avez comme recommandation à faire au public? Eh bien, je tiens à confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure, soit aux gens de rester tranquillement chez eux, bien tranquilles, de ne pas monter. Nous sommes déjà très encombrés, il y a beaucoup de monde, on voit les voitures qui affluent régulièrement. Les voies d'accès maintenant sont complètement bloquées, donc restez chez vous tranquillement. Il n'y a pas à vous affoler pour le moment. Est-ce que excusez-moi de vous interrompre, est-ce que votre commandant vous a donné une consigne au cas où un être quelconque sortirait de cet engin de tirer? Non, pour le moment aucune. Nous serons en liaison sous peu avec lui. Il faut attendre, ne pouvez rien dire pour le moment. Donc. Bien, je vous remercie. Écoutez, je crois que je peux ajouter à ce qui vient d'être dit, oui, que je vois en ce moment un des pompiers qui est là, qui vient de revêtir sa combinaison d'amiante et cela signifie sans doute qu'il va s'approcher le plus possible de cette chose qui est posée là-bas et qui émet un rayonnement et une certaine chaleur. Voilà. Oui. Avez-vous des questions à poser? Oui, non, je dois dire qu'en fait, vous dites aux gens de se calmer, mais il faut dire que les images que vous nous envoyez ne sont pas particulièrement rassurantes. Je crois qu'effectivement, un conseil qu'on a à donner aux gens, c'est de rester chez eux et de ne pas essayer de parvenir à Air-la-Ville. La probabilité pour qu'il existe des mondes où il y a une forme quelconque de vie est très grande. Oui. Seulement, c'est avant tout un problème. Vous avez un tableau noir? Oui, c'est ça, il faudrait expliquer un peu ce que c'est. Attendez, l'assistant de plateau va vous l'emmener, monsieur Besançon. De cet univers qui nous inquiète maintenant. Voilà, un tableau noir. Voilà, monsieur Gouin. Il y a peut-être de la craie, là, parce que... Merci. En fait, c'est avant tout une question de distance. Si on place notre Soleil S ici et que je marque les différentes planètes, les orbites des différentes planètes, nous avons l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus, ici l'orbite de la Terre, avec donc la Terre ici. Alors faites le compte, 4 ans, 3 mois en seconde, multiplié par 300 000 km par seconde, ça vous fait un nombre de kilomètres invraisemblable. Donc l'observation est difficile. Voilà, c'est le deuxième extrait. On va faire une pause très très courte avant d'arriver vers le climax
de l'émission. Voilà, maintenant on est installé dans le direct et il devient vraiment très difficile de discerner le vrai du faux. Alors je vais vous poser quelques questions, vous me direz juste, Marlène, si c'est vrai ou si c'est faux, parce qu'on ne sait plus. Ce scientifique sur le plateau, est-ce que c'est un vrai scientifique? Oui, c'est un scientifique du CERN, mais on l'avait sermonné aussi pour pas qu'il crache le morceau. On lui avait dit qu'il fallait rester un peu vague. Et ce qu'il raconte là, c'est vrai? C'est lui, oui, c'est vrai. Voilà. Et vous dites que les standards téléphoniques de la TSR sont surchargés. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Et vous dites qu'il y a une foule qui afflue sur place. Ces gens-là, c'est des figurants ou il y a des vrais personnes? Alors, il y a des figurants payés pour empêcher la foule d'approcher du cratère. Mais le reste, il y avait plus de 1000 personnes qui sont allées sur place. OK, voilà. Alors, on enchaîne avec le climax de l'émission. Donc, il est un petit peu plus de 20h. La tension monte de plus en plus. 21h, Didier. 21h, j'ai dit quoi? 20h. 20h, non, 21h. Oui, alors attendez, maintenant je crois... Oui, voilà, nous avons de nouveau des images du car 3. Je ne sais pas si François Anderlin est en ligne. Allô, oui. Oui, François, que se passe-t-il? Je vous attends, je vous entends et je vous attends aussi parce que nous sommes à un moment décisif. Je pense à un tournant. D'après ce que vous pouvez voir sur vos écrans maintenant, il s'agit du moment où le pompier s'apprête à pénétrer dans le cratère. Il est, comme vous le voyez, en liaison avec le chef de l'escouade de pompiers. Les deux sont munis de talkie-walkie. Ils vont pouvoir communiquer grâce à ce moyen électronique. Le pompier en question, comment ça marche? Il a franchi le rideau de sécurité. Oui. Les gens sont un peu plus disciplinés qu'avant parce que maintenant l'angoisse monte sans doute. Vous voyez maintenant le pompier qui s'avance. Il semble qu'il y ait davantage de gens chez vous, Oui, François. de plus en plus. Vous savez, il y a une énorme théorie de voitures au-delà du champ de blé qui borne le lieu de l'atterrissage. Et vous voyez le pompier s'avancer maintenant. On peut imaginer l'état d'esprit dans lequel il est. En fait, ce qui se passe ici, c'est sur Terre une réédition des premiers pas sur la Lune. Vous m'entendez? Oui, ça ressemble assez... Oui, je vous entends, François. Vous m'entendez? Oui. La tension monte toujours. Les gens sont de plus en plus difficilement contenables. Voilà le pompier qui avance. Mais le service d'ordre est renforcé. Le service d'ordre est renforcé, mais on attend toujours le bataillon ou la compagnie que l'officier annonçait tout à l'heure. Allô? Oui, François, oui, je vous entends toujours. Oui, il semble, d'après ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends dans mon casque, que le talkie-walkie du pompier soit tombé en panne. Ah bon? Oui. Ici nous avons du mal à voir les images maintenant. Bon, voilà, vous m'entendez encore? Bon, écoutez, attendez. Je vous entends à peine. On doit peut-être... Allô, François? Oui, allô? Écoutez, il y a des nouvelles qui viennent de tomber sur le ticker. Alors je vais peut-être en donner connaissance. Oui, mais très rapidement, Franck, étant donné ce qui se passe ici, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Alors écoutez, c'est l'agence télégraphique suisse qui communique. Des lueurs insolites se déplacent selon un axe Hambourg-Francfort-Zurich, puis se dirigent brusquement vers Paris. Un communiqué du service des routes à la frontière française. Les automobilistes sont priés de rebrousser chemin et de ne pas chercher à atteindre Genève. Et enfin, l'Office fédéral de l'air communique. Afin d'effectuer un contrôle en rapport avec les événements, nous demandons à tous les habitants de Suisse d'allumer les lumières de leurs appartements. Je répète, allumer toutes les lumières. Un second communiqué sera diffusé à 22h15. Et maintenant, je crois que nous allons essayer, vu la gravité des événements, de joindre notre correspondant de Berne. Gaston Nicole, est-ce que vous m'entendez? Quelle est la situation à Berne? Bien, la situation, ça bouge, mais enfin, on ne sait pas exactement ce qui se passe. C'est à 19h30 seulement, à 19h45, vais-je dire, que l'on a appris qu'à 19h30, une soucoupe s'était posée à Genève. On l'a appris par les autorités genevoises qui ont télégraphié et téléphoné. Et nous croyons savoir que l'un des conseillers d'État genevois est venu en hélicoptère à Berne, mais nous ne savons pas lequel. Alors pour l'instant, il y a conférence téléphonique entre 5 conseillers fédéraux, car messieurs Gnegi et Fouenmoos n'ont pu être joints immédiatement. Le Conseil fédéral est informé par certaines personnes qu'il semble avoir sur place à Genève, et aussi par la télévision et par la radio. Ce que l'on sait, c'est qu'à 11h, une séance est prévue, au cours de laquelle serait invité le commandant de corps Gigli, qui est chef d'état-major général, M. Hermann Vanner, qui est directeur du Conseil de la Défense, et également un représentant de l'Office fédéral de l'air. Pour l'instant, on attend de savoir ce qui va se passer à Genève.
Alors, on croit savoir, mais il n'y a aucune garantie, qu'une école de recrues a été dirigée sur les lieux de l'atterrissage. Les consignes seraient ne tirer en aucun cas et attendre de voir ce qui se passe, attendre de voir si la soucoupe va s'ouvrir et si un extraterrestre, quelqu'un ou quelque chose va en sortir. Et à ce moment-là, faire preuve de la plus grande prudence, rester dans l'expectative et attendre des ordres supérieurs, semble-t-il. C'est, je pense, vers 23h que nous aurons d'autres renseignements après la séance du Conseil fédéral. Merci Gaston Nicole. Je crois que voilà encore des images qui nous parviennent de Erlaville, où François Anderlin devrait être en ligne. À ce moment, nous voyons, je crois, les pompiers. Oui, François? Oui, je vous entends. Oui. Oui, ce que je vous disais il y a un moment se confirme. La liaison avec le pompier semble de plus en plus difficile dans la mesure où il s'approche de l'engin. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux? Comment? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Évidemment qu'on peut se poser la question. Vous voyez avec quelle précaution il mesure ses pas. Le voilà qui s'approche du cratère et de l'engin lui-même. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On n'en sait rien. Il y a quelques secondes, un nouveau jet de vapeur fumigène sortait de la... l'engin, François. Comment? Nous voyons très bien à l'image l'engin. C'est la première fois que nous le voyons aussi bien. Bon, alors je vous disais justement qu'il y a un moment, un nouveau jet de vapeur fumigène est sorti brusquement de l'engin. Ça a dérouté un peu tout le monde parce que c'est vraiment l'inédit absolu. Oui. Vous entendez peut-être en ce moment le capitaine qui donne des ordres à Monsieur Métral. Non, on n'entend pas. Vous n'entendez pas, non? Non. Enfin, voilà ce qui se passe. La liaison est définitivement coupée entre le chef de l'escouade des pompiers et ce courageux bonhomme. Et il semble qu'il n'y ait plus que le porte-voix naturel qui marche. Écoutez, maintenant, que va-t-il faire? Bon, maintenant, il va essayer de se rendre compte s'il existe... Vous voyez, là-bas, il y a quelqu'un avec un mégaphone qui lui donne des ordres. Oui, nous l'avons aperçu, effectivement. Oui. Alors, il va essayer de voir si quelqu'un sort, un être quelconque sort. Voilà la police. Oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, attention, voilà, on aperçoit en ce moment le cratère vient de livrer son secret, la coupole se lève, l'être qu'on attend, que tout le monde attendait. Alors, il vient d'apparaître, le voilà qui rentre. On ne comprend pas cette manœuvre. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bien, oui, nous sommes suspendus à vos lèvres, François. Bien, écoutez, je ne peux pas vous en dire davantage, je ne vois pas les choses mieux que vous. Vous pouvez pas serrer sur la coupole? Donc je vais demander à Liardet. Christian, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez serrer un peu sur le... Voilà. Oui, là on voit mieux, oui, effectivement. Oui. Enfin, l'être en question vient de rentrer dans sa coupole. Il semble qu'il y ait des déplacements de lumière aussi. Le voilà. Il sort maintenant. Écoutez, il n'est pas tellement terrifiant, enfin. Non, effectivement, ça peut... Est-ce que vous lui faites des signes d'amitié? Je crois que... Attendez, on va voir ce que disent nos images. Voilà. Non, malheureux. Pourquoi? Mais arrêtez-le, arrêtez-le. Non. Mais c'est un crime. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Eh bien, voilà. Je crois que c'est la fin. C'est la fin de cette émission que nous avons voulu consacrer ce soir. Comme vous l'avez compris, il ne s'agissait pas d'un élément réel. Nous avons voulu consacrer ce soir cette émission à la science-fiction, mais ne pas simplement vous présenter des documents de science-fiction, mais également faire une émission qui soit un événement de science-fiction qui puisse vous faire participer directement à l'émission. Nous dédions en fait cette émission en hommage à Orson Welles, qui avait fait cette même expérience en 1938 à la radio. C'était le 30 octobre 1938. Attendez, je crois qu'on nous montre encore des images du car 3. Oui, François? Oui, vraiment, maintenant, vous savez tout, quoi. Oui. Que se passe-t-il sur place? Ce qui se passe sur place, c'est vraiment des applaudissements en chaîne pour le brave gars qui a été immobilisé dans cette coupole pendant toute la durée de l'émission parce qu'il a transpiré énormément. Est-ce que les gens ont vraiment cru à la présence d'une soucoupe volante? Bien sûr, vous n'en doutez pas, j'espère. Oui, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a encore des gens qui affluent? Oui, alors ça, c'est incroyable. Finalement, sur ce plan-là, c'est un succès considérable. Je ne sais pas comment on va se tirer du guêpier où on s'est mis, hein. Voilà. Là, on est à 21h30, donc l'émission est terminée. Donc là, vous êtes content de vous, là, Marlène? Oui, absolument. Contente de vous? Non, mais surtout que, si vous voulez, on a quand même pas semé la panique, on a donné quand même plein d'indices
les conseillers fédéraux, ils étaient mentionnés par Gaston Nicole, ils n'étaient plus en service, en fait. Et donc, on a fait aussi le coup là, de l'électricité. Ça faisait un peu un audimat. Il y a eu une montée de l'électricité quand même. Vous dites quand ils demandent d'allumer les lumières dans tous les appartements, là. Voilà, c'est ça. Et les gens ont été bien obéissants. Oui. Il y a eu, on a demandé les courbes. En fait, je vais vous dire, ce qui a beaucoup surpris les gens, c'est qu'on soit aussi prêt, en tant que télévision suisse, à être prêt à être sur les lieux avec les quarts de reportage et tout, alors qu'il y avait un événement, qu'on puisse montrer des archives tout de suite. Tout ça, ça a beaucoup surpris. Ils disaient, c'est pas possible quand même que la télévision soit aussi prête que ça. C'est réactive. Donc c'est vrai que si on... Bon, là, on n'a pas l'émission en entier et vous aurez, pour les gens qui ont envie de voir l'émission en entier, on vous donnera le lien pour pouvoir la voir. Vous avez essaimé des indices qui faisaient qu'une personne un peu attentive ou plus attentive ou plus critique avait la possibilité de prendre de la distance, mais il n'empêche que beaucoup de gens ont cru et ont marché et les téléspectateurs ont été très très nombreux à réagir. C'est ce que vous nous avez dit quand on a préparé cette conférence. Il y a eu énormément de courriers. Énormément. Le lendemain, il y avait des sacs de courriers qui arrivaient avec notamment des gens qui disaient... Il y avait de tout. Mais alors, moi, ce qui m'a surpris, c'était des gens qui parlaient pour les autres, qui disaient « Oui, alors vous comprenez, on était dans un EMS et les gens, ils n'étaient pas contents. » Je dis « Mais vous n'avez qu'à pas les mettre devant la télé non plus, hein ?» Voilà. Mais bon, moi, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était humoristique et que la télévision suisse faisait de l'humour et que c'était pas mal. Voilà. On va vous lire... Vous avez eu l'occasion de revoir le dossier, c'est bien, on a retrouvé le dossier de l'émission, on a vraiment plein d'infos super intéressantes. Donc on a quelques lettres de téléspectateurs, on va vous lire. D'abord, on commence par quelqu'un qui est content ou qui n'est pas content ? Pas content. Pas content. Alors je vais vous lire la lettre d'une dame qui n'était pas contente. Je trouve que vous vous moquez bien du monde de vous permettre de passer de telles émissions Guerre des mondes sur l'antenne. Je vois que vous avez vraiment du temps à perdre et le culot d'exploiter de cette manière l'argent que nous vous envoyons mensuellement. Pourquoi ? Pour voir leur réaction sur une soucoupe volante fabriquée maison de votre imagination. C'est la plus complète absurdité que la télévision suisse puisse proposer et surtout en direct, vous n'avez pas inventé la poudre. Quant au reste des programmes, cela va guère mieux que la maison. Heureusement, pour compenser la stupidité de vos programmes, nous avons les 2 chaînes françaises. Voilà. Bon, on va mettre un peu de baume avec la lettre. Oh, si vous avez une réaction. Je voulais juste dire, à part ça, comme Sophie et Didier ont beaucoup travaillé, ils ont retrouvé tout le dossier de l'émission, y compris ce que ça avait coûté. Alors moi, j'étais très étonnée que ça n'ait pas coûté plus cher que ça. Je crois que ça avait coûté dans les 20 000 francs en tout. Le travail, le décorateur, c'était le décorateur qui s'appelait Jacques Stern, qui a fait la soucoupe qui était magnifique en Sagex. Tout était fait maison. Et en fait, les figurants, à l'époque, ils prenaient 30 francs par personne. C'était pas trop. Bon, j'avais demandé l'armée, ça m'a été refusé. Quand même. Mais il y avait quand même les pompiers d'Aunay, les pompiers d'Erlaville, et il y avait 6 gendarmes qui étaient là aussi. Parce qu'en même temps, ils faisaient à la fois un peu de figuration, mais aussi ils contenaient cette foule qui voulait à tout prix s'approcher. Et il y aurait pu avoir des mouvements de panique. Absolument. On a retrouvé aussi la facture du tractopelle pour creuser le cratère, qui faisait 6 mètres de diamètre. Et à l'époque, ça coûtait environ 600 francs. Donc c'est un budget on arrivait à 25-26 000 francs à peu près. Et puis en fait, le trou, c'est le cafetier d'Erlaville qui nous avait signalé qu'il y avait déjà un trou. En fait, il n'y avait qu'à creuser un peu. Voilà. On va quand même lire une lettre Une lettre positive. Voilà, d'un téléspectateur avec plaisir. Qui a bien rigolé.
J'ai heureusement assisté à votre extraordinaire émission de mardi soir et j'en suis encore aujourd'hui tout émerveillé. Mis à part le sujet par lui-même, qui est toujours pour moi une réelle source d'intérêt et de plaisir, la façon dont vous avez réalisé votre émission me saisit d'admiration. Sans fausse honte aucune, je vous avoue que j'ai été pris par la vraisemblance du sujet et que j'y ai cru dur comme fer, au point de vouloir filer pour Genève sur le moment. Seul le souci d'être à mon poste de travail le lendemain de très bonne heure m'en a empêché. Et inutile de vous dire que le sujet de conversation numéro 1 du mercredi a été cette fameuse soirée avec tous les si et les mais posés et les sentiments soulevés. Je me fais avec plaisir le porte-parole d'un très grand nombre de Valaisans pour vous adresser nos félicitations les plus chaleureuses et vous dire merci. Votre émission a été une réussite. Il y a belle lurette qu'une soirée devant mon poste TV ne m'avait pas autant captivé. Voilà. Voilà. Ceux qui m'en ont le plus voulu, je vais vous dire, c'était mes collègues journalistes de la presse écrite, parce qu'ils m'ont dit quand même, entre collègues, vous auriez pu nous avertir. Oui, et on voit là que le canular a fait les gros titres, les manchettes de la presse. La TV romande réédite La guerre des mondes, TV romande canular de taille. Voilà. Pour approfondir un petit peu la discussion et peut-être quitter le côté un peu plus anecdotique qui est tout à fait savoureux et on ne boude pas notre plaisir, on se rend compte, si on revient aux réactions des téléspectateurs mécontents, c'est vraiment des gens qui s'offusquent du manque de sérieux de votre démarche. Il y a vraiment chez eux l'idée que la télévision est un média qui ne plaisante pas, un média auquel on croit. Un média peut-être même austère, voire conservateur. Et je me demandais si vous aviez eu aussi dans votre démarche une envie un peu de contrer, de secouer ce média, de jouer un peu la provocation par rapport à ce sérieux de... Oui, absolument. C'était tout à fait comme ça qu'on était. On avait, c'est juste après 68. Et puis on voulait secouer. Ce qui était étonnant, si vous voulez, que ça ait marché. Par exemple, le correspondant parlementaire Gaston Nicole, qui accepte de faire l'annonce sur le Conseil fédéral, au dernier moment, il m'a téléphoné, il m'a dit « Non, on l'enlève. » C'est-à-dire que les gens marchaient, puis ne marchaient plus. Mais nous, on avait envie de s'amuser un peu aussi. C'est vrai que Gaston Nicole, comme journaliste, c'était vraiment c'était le journaliste parlementaire, c'était vraiment une caution de sérieux. Et là, c'est vrai qu'on le trouve dans un rôle... Mais son intervention avait été enregistrée auparavant, donc sur... l'émission dure en elle-même 1 heure, mais sur un petit peu plus d'1 heure, 1h10. Mais en fait, tous les reportages, les 6 reportages diffusés, dont l'intervention de Gaston Nicole, ont été filmés en 16 mm auparavant, pour une durée d'environ 36 minutes. Et on a retrouvé les seuls documents, à part cette vidéo, que l'on a encore, ce sont les originaux de ces interventions, de ces reportages, qui, eux, sont tous réels et valables, après, à part Gaston Nicole, évidemment, qui, lui, récite un texte. Il faut dire aussi qu'un des participants de l'émission, qui était Versin, c'est après qu'il a créé la maison, d'ailleurs. Oui, on le voit pas. On le voit pas dans les extraits. On le voit pas, mais lui, on l'avait interviewé pour l'émission. Mais après, c'est lui, il a créé la maison, d'ailleurs. Ça lui a donné envie de créer ça. Il y avait l'émission était comme ça parsemée de fausses archives, mais qui étaient des vrais documentaires, des vrais reportages. Et là aussi, dans la version longue, vous pourrez les voir si vous avez envie de découvrir plus. Là, on voit par ailleurs dans la documentation qu'on a retrouvée, on a retrouvé le script de l'émission. Et si vous regardez, c'est impressionnant parce que c'est vraiment scénarisé à la minute près. On sait exactement quand la transmission va arriver, s'il va y avoir un reportage d'archives au télécinéma. Enfin, c'est vraiment, il y a une 15aine de pages comme ça de scénarios complètement écrits. Ouais. Je voulais revenir sur cette question du sérieux. On voit que dans ce canular, vous appuyez beaucoup sur la caution de l'autorité. On a la police, on a les scientifiques, on a le Conseil fédéral. Et en fait, on se rend compte que cette croyance dans la parole de l'autorité, elle interprète, parce qu'en face, on a quand même plein d'indices qui font croire, qui nous font... Voilà. Et cette idée... Est-ce que vous avez aussi envie de secouer les gens, un peu de dénoncer leur absence de sens critique, ou le fait que, comme c'était le Conseil fédéral, ça ne pouvait pas être faux?
Vous aviez cette envie aussi plus profonde d'interpeller les gens par rapport à ça? Oui, mais en même temps, c'est vrai qu'en Suisse, on n'est pas vraiment habitué. Donc, on avait peur. Puis après, quand on a... Bon, puisqu'après, il y a eu la suite avec nous qui avons fait la grève et tout ça. On va en parler. Voilà. Il y avait cette envie, effectivement, de secouer et tout. Et puis bon, je vous dis, on a été étonnés du fait que tout ait marché. Ouais. C'est surtout ça. Tout est marché aussi au niveau technique, parce que par exemple, ces problèmes techniques, ces ruptures d'image, le son est important, il y a des qui met dans une ambiance, tout ça, ça a été travaillé, ça a été construit, donc il y a eu un gros travail de scénarisation et on l'a vu sur le script. Vous voyez, la télévision suisse peut faire des choses intéressantes. Non, mais au niveau du son, par exemple, c'est impressionnant parce qu'assez rapidement, dès le début, on a des sirènes d'ambulances américaines un peu partout. Et en fait, vous disiez que la retransmission était de bonne qualité et que les techniciens ont dû dégrader l'image pour faire effectivement rajouter un petit peu de dramaturgie. Il y avait de bons réalisateurs. Il y avait Christian Liardeux qui était à Erlaville et il y avait Deschamps qui était avec nous. Donc, il y avait de très bons réalisateurs et qui ont vraiment manipulé l'image. Mais je vais vous dire, on n'avait pas l'idée, en fait, il n'y avait pas encore cet état d'esprit de complotisme. Il n'y avait pas ça. Il y avait le fait qu'il y avait des gens qui croyaient, comme dans la soupe aux choux, aux soucoupes volantes. Il y en a peut-être dans la salle, d'ailleurs. Je les respecte absolument. Et puis, en même temps, l'idée, effectivement, de dire la science-fiction, c'est ça. Voilà. On l'a dit, la direction de la TSR n'était pas dans le secret, donc ne savait pas que vous prépariez cette petite surprise, ce qui semble assez fou. Mais quelle a été la réaction de cette même direction à la suite de l'émission? Pas de problème. Pas de problème. Aucune réaction, juste content. C'était, si vous voulez, les sacs de courrier, c'était une forme d'audimat. Et puis, tout le monde avait regardé la TSR plutôt que les chaînes françaises, ce qui était quand même une gageure. Mais il n'empêche, Marlène, 4 mois plus tard, vous étiez licenciée. Oui. C'est pas tout à fait... Il n'y a pas forcément une relation de causalité absolue, mais... Il y a quelque chose quand même à voir. Oui. Parce que c'est vrai qu'au moment où vous faites cette émission, la TSR vit une grosse crise entre on dirait, cette jeune génération trublionne. Ils ont appelé ça une crise de croissance. Ils ont fait appel à un cabinet privé qui s'appelait Hayek. Et ils ont fait appel à un réalisateur... un vieux réalisateur de la télé qui s'appelait Jean-Claude Dizeran. Pour faire une sorte d'audit. Voilà, qui fait un audit auprès de tout le monde. Et ça, c'était avant, c'était au printemps. Voilà. Et finalement, il y avait eu une grève des preneurs de son. Il y avait tout un malaise. Et puis, ils essayaient en fait de mettre tout sous le tapis sans que ça se sache. Et voilà. Et en fait, on était un peu les trublions du coin. Donc, on s'est retrouvés à 6 à être virés. Ouais. Voilà. Parce qu'il y avait eu aussi, si je reviens en arrière, il y avait une émission notamment sur la sexualité avant le mariage, l'amour libre, qui était mal passée. Oui. Il y avait une émission... Il y avait une émission qui avait même été interrompue pendant le direct parce que Léo Ferré faisait l'éloge de l'anarchie. Il y avait eu aussi, mais là on est toujours dans cette même époque, dans ces mêmes mois, une émission qui avait carrément été censurée parce qu'on donnait la parole à un objecteur de conscience. Et il y avait une manif. Oui. Il y avait toute une émission sur l'armée qui a disparu, on ne l'a jamais plus revue. Et puis il faut dire qu'à Zurich, il y avait eu des événements, si vous voulez, il y avait les jeunes... qui déjà bougeait un peu, ça s'appelait, je ne sais plus comment, le mouvement, et ils avaient interrompu une séance du Vorort, vous savez, les financiers de la Confédération, et ils étaient arrivés en direct sur le plateau en disant « 1, 2, 3, Bunker frei ». Alors, ils étaient terrifiés à l'idée qu'en fait, on en fasse de même. Si je poursuis,
il s'est passé quelque chose, c'est que il y a eu cet audit, donc un rapport a été fait par ce réalisateur dont vous Dizran, dont vous parlez, et la direction a pris connaissance de ces doléances, ça a été tellement, disons, ça y allait, sidéré, qu'elle a fait un black. Elle voulait pas que ça soit diffusé, mais cet audit a été diffusé par un collectif anonyme à tous les membres du personnel, et finalement, à l'automne, il y a une grève, et quand vous êtes licencié, vous êtes plus ou moins accusé de faire partie de ce collectif qui sème le trouble, les tracts. On n'est plus qu'accusé. Ils faisaient des écoutes téléphoniques et ils avaient ce qu'ils n'avaient pas du tout le droit de faire, et ils avaient repéré qu'on en était. Donc à partir de là, on s'est retrouvés à la porte. Ils nous ont virés en 10 minutes. On a eu juste le temps de faire nos cartons. Ils ont mis des scellés sur nos bureaux. Et on s'est retrouvés à la porte. Et toute cette histoire, plus précisément, vraiment l'histoire politique, parce qu'on ne voulait pas non plus en faire l'essentiel de cette conférence, mais elle est très intéressante. Il y a un documentaire qui a été fait qui s'appelle « Guerre froide » à la TSR. Et puis, je l'ai mis en lien dans le dossier... dans le dossier qu'on a réalisé aussi sur le site des archives de la RTS. Vous pouvez voir aussi l'émission Le Canular dans son intégralité, et ce lien avec cette émission qui raconte toute cette histoire. Donc il y a quand même un climax. Un contexte, un climat. Et finalement, il semblerait que les gens qui font des canulars dans les médias, ça porte pas forcément chance. Non, effectivement. Alors tout à l'heure, on parlait de l'émission radiophonique française Plateforme 70 en 1946 de Jean Nochet. Et bien, Jean Nochet, lui, sera suspendu pendant 3 mois, et le directeur de la radio, lui, sera licencié par Gaston Defferre, qui en profitera pour mettre une autre couleur politique à la direction de la chaîne. En fait, donc il y a relativement peu d'émissions. On a retrouvé très peu d'émissions télévision de canulars en direct, avec des plateaux directs, qui osent faire ce genre d'exploit. Il y en a une autre qui est assez connue par les amateurs de films de genre, qui s'appelle Ghost Watch, qui a été diffusée en 1992 par la BBC. Et en fait, c'est une émission assez similaire, avec une partie plateau, un quart de reportage qui est envoyé dans un petit lotissement anglais typique, dans une maison où une mère de famille avec ses 2 filles vivent. Et en fait, ils enregistrent des phénomènes paranormaux. Et sur le plateau, on a Michael Parkinson, qui est le présentateur emblématique de cette émission, qui échange avec une spécialiste du paranormal. Et c'est une émission assez effrayante. On pourrait dire que c'est presque un petit peu l'origine du found footage, la manière dont c'est filmé. C'est filmé en infrarouge. Et à l'époque, ils avaient même imaginé un système sonore qui ne puisse pas s'entendre à l'oreille humaine, mais qui aurait pu affoler les animaux pour les faire réagir à la diffusion de l'émission à l'antenne chez le spectateur. À la suite de cette émission, en fait, le standard a explosé. Il y a eu vraiment, ça fait vraiment désordre. La presse s'est complètement déchaînée, les tabloïds se sont déchaînés, et un adolescent qui avait des problèmes psychologiques s'est suicidé pour rejoindre les fantômes dont l'émission parlait. Donc la BBC a convoqué, a mandaté une commission, et la commission a conclu que cette émission, qui était pourtant diffusée le soir d'Halloween, et qui était quand même un petit peu annoncée comme une fiction, mais cette émission a été manifestement diffusée trop tôt et pas suffisamment annoncée comme une fiction. Cette émission est jusqu'à maintenant bannie de l'antenne. Elle ne peut plus être rediffusée, et on peut par contre la trouver parfois en DVD sur le net, mais c'est vraiment un programme qui a été très très marquant. Alors, ce n'est pas le cas de la nuit du 22 juin, qui est finalement très bon enfant. Oui, et puis je vais dire, en fait, si vous voulez, je pense qu'il y a quand on travaille à la télé, il y a des moyens considérables quand même, hein. Il faut bien dire ce qui est, des quarts de reportage, des équipes, on peut filmer, on peut faire ci et ça.
Et en même temps, donc, il y a cette tentation, et puis en même temps, il y a la tentation de la direction de faire les choses un peu en gris, quoi, hein, voilà. Donc, je pense que ça existera toujours, mais en même temps, là, ça devient, je pense, de plus en plus difficile, avec l'idée, en fait, de ce qu'on appelle justement les fake news et tout. On ne veut pas inquiéter les gens, donc voilà. Voilà, donc c'était une émission finalement curieuse, bon enfant. Et, moi, et rien les que gens ont de bien réagi, regarder quoi. de nouveau, ça me fait marrer. Oui, non, absolument, quoi. Voilà, Voilà. Bon, on arrive gentiment à la fin, mais vous Il y avez a des sûrement questions. des questions à poser à Marlène, n'hésitez pas. Vous voulez bien allumer la salle pour qu'on puisse voir les gens, ce serait bien. Je me souviens, je crois que ça a un petit peu disparu maintenant, mais le 1er avril, les journaux sortaient une fausse nouvelle et il fallait trouver où elle était, mais ça se faisait le 1er avril. Oui, alors le canular... Donc c'est pour mettre en relation... Oui, absolument. C'est un genre à part entière qu'on connaît, mais des émissions aussi construites avec plateau direct, là c'est vraiment... Il y en a très peu. Moi j'en compte une 3e en 2006. La télévision belge a annoncé en direct la fin du fédéralisme en Belgique et la Flandre qui se séparait du reste du pays. Ça a été aussi relativement délicatement pris, on dira, quoi. Et puis, de nos jours, on parle de documentaire ou mockumentary. Et puis ça, ce sont effectivement les faux reportages. On a ce genre de production, absolument, quoi. Le micro marche plus pas. fort, parce que C'est le micro qui avec marche l'âge... Non, le micro ne fonctionne pas. C'est le micro. Essayez de parler fort, voir si tout le monde m'entend comme ça. Oui, ça c'est Voilà. bon. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que ce soit pour la TSR ou RTS ou une autre chaîne de télévision, est-ce que monter une émission comme ça, en mode, voilà, faux science-fiction pour vous faire croire aux gens, est-ce que ce ne serait pas aussi plus compliqué? Parce qu'actuellement, avec tout l'accès à l'information, à Internet et tout, en fait, il faudrait monter ce genre de canular sur plusieurs niveaux. Aussi avec des pages Internet, sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Parce que les gens iront automatiquement, directement regarder ailleurs s'ils ont plus d'infos, s'ils voient d'autres choses. Et ça pourrait être très vite, justement, comment dire, le canular pourrait être beaucoup plus vite révélé s'il n'est pas beaucoup plus étendu et du coup aussi beaucoup plus coûteux et difficile à mettre en place. Je pense qu'il y a la réponse dans votre question. En fait, Non, mais effectivement, les sources sont multiples maintenant. On n'a pas une source. Donc, à partir du moment où on peut aller voir sur les réseaux et tout, il faudrait vraiment construire quelque chose de très, très compliqué. Et puis, envisager aussi toutes les plateformes de diffusion possibles. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'imagine, il y avait cet effet du direct qui était... sur lequel on pouvait vraiment compter l'émission en direct. Et puis tout ce rituel aussi de la télévision avec la speakerine, l'idée de le décrochement avec la speakerine, tout ça, je dirais que tout le dispositif télévisuel, vous l'avez utilisé pour aller dans le sens de créer cet effet de réalité. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Non. Tout simplement. Bon, moi, je travaille plus à la télé, donc eux, ils y sont. Donc, c'est eux qu'il faut écouter. Moi, j'aimerais juste témoigner de la chose, c'est-à-dire qu'en 1971, j'avais 13 ans, et j'ai vu l'émission. Ah! Et j'étais à Berne, parce que j'habite à Berne. Et puis, à un moment donné de l'émission, vous avez dit qu'il y avait des vols qu'on voyait au-dessus du plateau suisse. Je me souviens d'être des vols de soucoupes volantes qui passaient à travers le plateau suisse. Puis je me souviens très bien d'être sorti dehors, puis de regarder le ciel en espérant voir la soucoupe volante passer. En plus de ça, l'émission était tout à fait crédible dans la mesure, en habitant Berne, vous avez cité des noms de conseillers fédéraux qui étaient tout à fait en fonction à l'époque. Gnegui était tout à fait le chef du département fédéral de l'armée. Et puis, en prenant Gaston Nicole, qu'on connaissait bien comme roman de Berne, puisque
on était tous à l'école française avec ses filles, eh ben, on se disait, mais si Gaston Nicole dit ça, c'est qu'il y a véritablement quelque chose qui est tout à fait crédible. Donc, votre émission est passée alors vraiment comme... jusqu'au moment où c'est que, bon, bien sûr, qu'on commence à voir le mannequin qui sort, là, on commence à se dire quand même qu'il y a quelque chose qui... Ça, c'est comme dans la soupe aux choux. Hein. Mais c'était tout à fait. Alors, je pense que jusqu'au bout, on a pu croire, et surtout l'intervention de personnalités comme Gaston Nicole, en tout cas, avait tout à fait la chose. Alors, on était un peu trop loin pour aller jusqu'à haïr, aller voir la soupe, mais comme j'avais habité Genève avant, justement à Vernier, je connaissais tout à fait le coin, et puis je me dis, ben voilà, c'était juste à côté de là où on habitait avant. Donc ça m'a beaucoup frappé en tant que jeune à cette époque-là. Et puis ben voilà, je suis très content de voir que l'émission existe toujours, puis qu'on pourra la revoir, parce que ça va aussi me faire comme vous un bon souvenir de cette histoire, quoi. Mais moi, j'y ai cru en tout cas à l'époque. Merci pour votre témoignage. Hein. Mais alors, la question des lumières qui passent dans le ciel, on l'a pas, cette séquence, on l'a pas gardée dans le montage vidéo. Mais effectivement, dans le courrier reçu, il y a des gens qui ont expliqué avoir vu effectivement ces lumières. Hein. Beaucoup de gens sont sortis et ont vu des lumières aussi. Hein. Alors, oui, et allumer les lumières, oui. Merci. Hein. Bonjour, moi je l'ai vécu en direct aussi, j'avais 11 ans à l'époque et c'était assez frappant parce qu'à l'époque il y avait justement, c'était complètement inhabituel qu'on coupe une émission TV comme ça en direct, donc c'était en tout cas le début, on y a cru comme monsieur jusqu'à que l'extraterrestre de la soucoupe, là c'était un peu moins crédible. Mais... Je me suis toujours demandé, depuis l'époque, qui était à l'origine de ce canular et surtout comment vous avez pu garder secret l'endroit de l'atterrissage pour la préparation. Là, bon, vous avez dit que c'était un décorateur de la TV qui avait fait la soucoupe. Ça, c'était le plus difficile. Hein. Parce que creuser un cratère comme ça et garder secret le lieu jusqu'à l'émission, ça devait être compliqué. Là. C'est pour ça qu'on n'a pas fait ça un 1er avril hein, et qu'on a fait ça un 22 juin. Et en fait, je vous dis, c'était vraiment... Le plus dur, c'était ça. C'était que personne ne soit au courant dans la presse hein, et que toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission garde le secret, y compris l'atelier de décoration, y compris les figurants, y compris le café de Erlaville, qu'on avait aussi un petit peu payé, hein, évidemment. Donc, il fallait vraiment garder... Ça, je vais vous dire... Finalement, ça a été le plus difficile. Merci beaucoup à tous les trois. J'ai pris énormément de plaisir à visionner. Parlez un peu plus fort parce que je suis un peu sourde. Je vais hausser le ton. Je voulais juste vous demander en fait comment vous aviez travaillé plus spécifiquement sur cette émission, notamment en termes de constitution d'équipe. Est-ce que c'est a priori la même équipe que celle du magazine culturel, dans la mesure où ce qui me frappe, c'est véritablement l'exploit technique que représente l'émission et d'une certaine manière l'agrégation de toute une série de composantes de la télévision de cette époque. Il y a la culture du duplex, hein, qu'on voit très bien dans, tu évoquais Sophie, Canal 18-25, hein, qui est une émission qui repose véritablement sur le duplex, et puis finalement toute l'expérience accumulée à travers les dramatiques, qui joue également sur, d'une certaine manière, l'interaction entre le direct et l'enregistré, et puis qui fait une large part au fantastique. Donc là, je me demandais, disons, par rapport à la fois à ces différentes matrices, mais à la fois par rapport au contexte de production de ce dispositif, dans quelle mesure vous avez composé une équipe ad hoc pour pouvoir, d'une certaine manière, avoir les plus grandes chances de succès. Mais si vous voulez, on travaillait déjà tous ensemble, on se connaissait. Deschamps, Liardet, on se connaissait. Franck Jotron, comme il avait été évincé de la Gazette littéraire, moi, nous, on était les jeunes de la télé à l'époque, et comme je ne connaissais pas beaucoup
j'avais pas énormément d'expérience. J'avais engagé Franck pour qu'il soit mon conseiller. En fait, Franck Jotran, c'était une éminence. Hein, je veux dire, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il faut relire ses ouvrages. Il a écrit sur le théâtre américain et tout. Il m'avait aussi enjoint de faire des émissions entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Il connaissait très très bien les choses. Donc voilà, donc on était une équipe assez soudée. François Anderlin, on travaillait avec lui. Vous savez, on était tous à la pige, on était payés à l'émission à l'époque. C'est-à-dire quand il y avait les Jeux Olympiques, on n'était plus payés. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y avait énormément de désir, d'envie de faire les choses. Voilà. Mais un réalisateur comme Christian Liardet, il pouvait aussi, par exemple, faire des dramatiques ou... Oui, il bien connaissait sûr. Et c'est aussi le fait de passer par beaucoup d'émissions, on apprenait le métier. Oui. On était interchangeables, vous comprenez, c'était ça. Mais c'était un contexte, c'était vraiment une époque bénie, hein, je vous dis franchement. Hein. Voilà. Donc, moi, d'abord, je remercie les seniors qui ont pris la parole, comme moi. Et puis, j'ai deux questions, en fait, qui me viennent à l'esprit. C'est d'abord, comment est-ce que vous avez pu avoir cette idée de science-fiction? Est-ce que c'était l'époque qui lançait ça, ou comment est-ce que vous avez eu cette idée de base, en fait? Ah ben, c'est pas moi, hein. Je vous dis, c'était vraiment Franck Jotran. Moi, je connaissais pas du tout l'émission de Wells, d'Orson Welles. Lui connaissait. Il m'a dit si on faisait la même chose. J'ai dit tiens, quelle bonne idée. Puis donc, peu à peu, on a travaillé dessus. Et je vous dis, lui, il était un peu cyclotomique. Hein. Il passait par des états d'esprit. Je vous dis, où il voulait qu'on fasse peur au monde entier, où il voulait plus rien faire. Donc, ça a été vraiment de trouver un équilibre et vraiment de faire, effectivement, qu'il y ait des signes tout au long de l'émission pour pas que les gens paniquent. Hein. Ça, c'était très important. Mais peut-être, je rajouterais quelque chose pour l'explication. Oui. Vous animiez des émissions culturelles, mais vous étiez très intéressé par les nouvelles tendances, par l'innovation, et notamment par la pop culture. Et faire une émission autour de la science-fiction, les émissions culturelles pouvaient avoir un aspect assez traditionnel, c'est la grande culture, etc. Et dans Correspondance, donc c'était l'émission culturelle, vous vous intéressiez à des phénomènes... Oui, notamment la vie en communauté, tout ça. Et la télévision suisse, à ce moment-là, venait de nommer comme grand censeur, parce que Schenker était le directeur, mais il avait nommé Bernard Béguin, qui était l'ancien directeur du Journal de Genève, qui devait venir nous contrôler un peu. Alors, ce qui n'avait jamais eu lieu avant, lui a commencé à regarder les émissions avant diffusion. Voilà. Ça, j'aurais pas pu le faire avec Bernard Béguin à la télé. Voilà. Merci. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que le fait que la direction ne soit pas au courant du tout de ce direct fiction, si on veut, est-ce que ça, justement, amené le fait que vous avez été licencié 6 mois après, vous voyez le truc? Il y a sûrement une relation entre les deux, mais on ne peut pas établir. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, pour être un peu cru, on les emmerdait, en fait. Hein. Voilà, pour tout vous dire. Pour résumer. Voilà, bah, je ne sais pas si... Encore une question, peut-être? C'est juste un commentaire. En 71, j'étais en fac, et je me souviens qu'on avait un groupe pour essayer de voir les soucoupes volantes. Et on avait fabriqué un système. On se disait, bon, il y avait une vague magnétique qui va faire quelque chose. Donc, on avait des systèmes où on avait un ferromagnétique qui tenait sur un machin, mais si on passait
un aimant à côté, ça tombait, quoi. Donc, et on essayait de capturer la vision d'une... Mais c'était réel, j'étais en fac. Mais est-ce que parce que dans l'émission, dans son intégralité, il y a un reportage sur un groupe de jeunes ufologues, enfin, et vous faisiez partie de ça s'appelait le groupement pour l'observation des phénomènes. Non, c'était entre amis. Ah, c'était entre amis, parce qu'il parle aussi de systèmes comme ça, de magnétiques pour. Oui, c'est ça. C'était facile à faire. mais si vous regardez maintenant tous les documents qui ont été libérés aux États-Unis, il y a toutes ces visions, enfin ces reportages d'avoir vu des choses qui volent, c'est trop pour être juste des canulars. Enfin, il y a trop de cohérence. Alors, je pense... Et puis, avec les milliards d'étoiles qu'il y a autour de nous, il y a forcément de la vie quelque part. Le problème, c'est que ça peut être à 3000 années-lumière. Hein, mais voilà. Mais moi, j'y crois. Ah, bah, le mystère demeure. Hein. Absolument, oui. En tout cas, on vous remercie d'être venu, vraiment. Et j'espère que vous vous êtes un peu amusés. Regardez l'émission en entier, puisqu'il y aura le lien. Parce que, bon, c'était sympa, quoi. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de cette conférence. Merci Marlène. Merci à vous. Hein.